Les monuments sur le divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. 7e épisode. Plongée dans la personnalité de l'Arc de Triomphe. Les agents racontent. On connaît tous sa silhouette imprimée sur les cartes postales et dans nos souvenirs. Et pourtant, malgré sa position centrale sur la place de l'Étoile, conçue comme un écrin par Haussmann, son entrée passerait presque inaperçue. C'est en effet par un souterrain reliant les Champs-Élysées à l'avenue de la Grande Armée que l'on accède au plateau de l'Arc de Triomphe et que l'on tombe nez à nez avec sa stature imposante. Aujourd'hui, ce sont les agents travaillant à l'Arc de Triomphe, Anthony, Dimitri, Sarah et Marie-Catherine, qui dressent un portrait sensible de ce monument qu'ils connaissent comme leur poche. Si l'Arc de Triomphe avait visage humain. S'il devait avoir un visage... On a envie de dire c'est un militaire, il est imposant, il est carré, il est grand. Des arcades très marquées. Oui, je vous dis, les rouflaquettes, comme on voit les caricatures de l'époque, bien boursouflées quand même. Et c'est un monument qui a été fait par des hommes, pour des hommes. C'est un monument militaire, donc dans ses formes architecturales, quelque chose de très martial. Quand on arrive sur le plateau, on se trouve face à la façade nord de l'Arc de Triomphe, qui est la partie qui raconte la bataille d'Austerlitz, donc le point de départ de l'histoire de l'Arc de Triomphe. Décembre 1805, c'est Napoléon qui remporte cette victoire, et donc c'est au lendemain de cette bataille qu'il va vouloir garder le souvenir de cette victoire en construisant un monument, et ce sera l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile. Du côté des Champs-Élysées, quelque chose de très actif, guerrier, avec beaucoup d'entrain, les renommées qui sonnent les trompettes, les épées sont sorties des fourreaux. Il aurait cette image un peu fixe qu'on a à peu près tous en tête, mais en même temps il a une double personnalité. De l'autre côté, du côté de la Grande Armée, je trouve qu'il y a un aspect plus ancré, avec Minerve entourée de feuilles de chêne, et les épées sont rentrées dans les fourreaux. Alors on dit souvent qu'il y a des femmes qui sont représentées sur le monument. Parce que la figure d'entrée dans le monument qu'on ne repère pas toujours, c'est la déesse, la muse Clio. Elle est sculptée à de nombreuses reprises ici. Ce qui triomphe sur ce monument, c'est l'allégorie. Et l'allégorie, par principe, c'est une femme. On ne les remarque pas forcément au premier passage, et c'est pourtant elles qui nous disent ce qu'est l'Arc de Triomphe. Après, c'est une vision un peu féministe et très contemporaine, qui est la mienne en fait. Et au moment de sa construction, c'est un monument qui n'était pas féminin. Et on comprend les mensurations. Il faut vraiment venir ici pour comprendre la... Ah oui, là on est vraiment au pied de l'Arc de Triomphe et effectivement c'est immense. Ça donne presque le vertige à l'envers. L'arc mesure 50 mètres. C'était vraiment le plus grand arc maçonné. Donc. Ouais, c'est un bonhomme trapu quand même, l'Arc de Triomphe. Une taille assez élancée, en même temps très enracinée, robuste. C'était vraiment, il fallait qu'il soit grandiloquent, qu'on le voit de loin, que Napoléon puisse le voir du Louvre. Et donc ces deux sculptures, il y a marqué 1833 Etex, 1836. Voilà, toutes les sculptures du monument ont été réalisées entre 1833 et 1836, à la fin du chantier. À son âge, 50, 60. Je me dis qu'il est dans la fleur de l'âge. C'est le personnage établi. C'est un vieux monsieur qui paraît jeune, qui a toujours été là et qui fait partie de l'histoire de Paris, de la construction parisienne. On l'appelle monument, donc on pense qu'il est âgé, mais en fait, il a 185 ans cette année. Donc je le verrai plutôt jeune au regard de ses pairs. C'est un monument qu'on appelle tétrapile, c'est-à-dire qu'il a 4 entrées. C'est pas toujours le cas pour les arcs de triomphe. La plus grande est celle de la centrale, elle fait 30 mètres de haut, puisque c'est sous cette voûte-là qu'on devait défiler aussi. Il fait partie d'une grande famille, la famille des arcs de triomphe. Son père se trouve à Rome, l'arc de Titus. L'architecte Charles Grins s'est inspiré des plans de l'arc de Titus. Là vous voyez tout l'ornement de l'arc de triomphe, il est sur la base d'inspiration romaine, des sculptures assez néoclassiques avec une sorte de sentiment un peu figé, mais... Quand j'y pense, je me dis que l'arc du Carrousel, du Louvre donc, c'est un petit peu sa petite maman quand même. Qui devait être construit après lui, finalement qui sera achevé avant lui. Et puis il a des cousins, sans doute, des arcs de triomphe qu'on trouve dans Paris. Porte de Saint-Denis, vous en avez un. Et puis la Défense, c'est le fils vigoureux de l'Arc de Triomphe, encore plus grand. Et en plus voulu par un président de la République, François Mitterrand, donc c'est vraiment, je pense, son enfant. Alors c'est la couleur de la carte postale de Paris. La pierre qui a été utilisée, c'est une pierre de Château-Landon, et c'est une pierre qu'on retrouve énormément à Paris en fait.
Et c'est pour ça que quand on le voit, on voit pareil aussi. Ouais, c'est difficile de pas dire blanc quand même. Entre le blanc et le gris et le beige, une espèce de grège, voilà. Il est éblouissant l'arc quand le soleil tape. Je trouve plus beau au coucher du soleil, vraiment. En plus, quand le soleil se couche dans l'axe de l'arc, il y a quelque chose d'assez magique en fait qui se passe ici. Et la nuit, il me fait un peu penser à la lune de Méliès. C'est un monument parisien dans sa couleur, dans son odeur. Alors certains jours, je vous dirais oui, il sent... Un peu les pots d'échappement en effet, parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic. J'ai pas d'odorat. Je peux pas vous raconter son parfum, je sais pas du tout. Il y a l'idée de combustion et de chaleur vraiment qui est présente, que ce soit la flamme par exemple aussi. Et sans doute que dans les jours de fête, on sent l'odeur du feu d'artifice, de la poudre, mais de la poudre festive, pas la poudre pour détruire. Une odeur chaude en tout cas, c'est sûr. Ouais. Qui n'est pas seulement une odeur, mais qui est aussi un bruit. C'est une mélodie qui est des bruits de klaxon, des clameurs, des gens qui parlent dans toutes les langues. C'est ça aussi la vie du monument, c'est qu'on est au cœur des ambassades. Le son des convois officiels qui passent. C'est une délégation roumaine, je pense, qui vient de passer. Le palais de l'Élysée est vraiment pas loin. Donc ça peut être vraiment un cacophonique au possible. Et puis après, il y a vraiment le moment du 15 août où là, on sent que tout se calme. C'est pareil les jours de neige, les sons descendent. Tout s'abaisse comme ça. Il faut imaginer là, que sous nos pieds, les plus grands chefs d'État du monde depuis 1920, mais même avant aussi, ont foulé cet espace pour remonter les Champs-Élysées vers la tombe du soldat inconnu. En novembre 2018, par exemple, tous les chefs d'État de la planète étaient réunis ici, sous l'Arc de Triomphe. C'est un monument qui est très rationnel dans sa forme, mais qui est un monument de l'émotion en fait. Chaque fois qu'une émotion traverse le pays, chaque fois que la mémoire veut être célébrée, on réunit ici des centaines de personnes et je me dis que pour qu'il soit au cœur de toute cette agitation autour de lui, mais aussi les grands événements, c'est qu'il capte quelque chose de l'émotion populaire, collective. Et donc, je pense que ce serait une personne sensible. Assez flegmatique. Il voit toutes ces choses-là qui se passent autour de lui avec beaucoup de calme. Réceptive, empathique aussi, sans doute. Mais on a le droit de venir là, se balader comme ça ? L'Arc de Triomphe, il comporte une tombe nationale et comme toutes les tombes nationales, elle ne peut pas être fermée au public, donc c'est toujours ouvert ici. On peut toujours venir. Quand le soldat inconnu est arrivé, il a été le catalyseur d'une émotion collective, d'une émotion nationale qui va perdurer dans le temps. Si ces murs pouvaient parler, si on pouvait entendre les sanglots, mais aussi les joies, les fêtes, etc., on aurait un panorama d'émotions énorme ici. Tant qu'on n'a pas vécu une émotion forte ici, on ne saisit pas vraiment ce qu'il est. Une expérience doit être faite ici. Puis il me semble toujours immense. Quand je passe sous l'arc, comme ça, il est rassurant d'une certaine façon. Accueillant et protecteur sur sa base. Sous l'arc, je me sens rassuré, je me sens chez moi. Mais j'arrive pas à me dire qu'il y a un intérieur en fait. Vous allez voir, c'est mystérieux ici. En même temps, on a l'impression que c'est grand d'extérieur et à l'intérieur, vous verrez, c'est plutôt un monument petit, très rationnel à l'intérieur, qui n'était pas fait à l'origine pour accueillir du public. Donc, il est quand même bavard. Sur le parvis de l'Étoile, en faisant le tour de l'Arc de Triomphe, en prêtant un petit peu d'attention, on se rend compte que c'est un monument qui a des choses à dire. Il est bavard parce qu'il y a pas mal de noms sur ces murs. Alors 660 noms de généraux et d'amiraux ici. Les maréchaux de Napoléon, mais... Et ceux dont le nom est souligné sont ceux qui sont morts au combat. Il y a pas mal de plaques aussi. Il y a l'appel du 18 juin 40, le retour de l'Alsace-Lorraine, la proclamation de la République, tous ces grands faits historiques ont une petite trace ici à l'arc. Ça raconte plein de choses. À chaque fois qu'on regarde un détail, ça amène à d'autres choses. C'est comme s'il était la toile de fond de notre histoire un peu. Une autre plaque. Aux combattants d'Indochine, la nation reconnaissante. Et une forme d'orgueil quand même, parce qu'il est un monument emblème, qu'il est une icône et que sans doute il veut rester unique. Ce qui le rend unique aussi, c'est son aspect très solennel. Le soldat inconnu et tout l'Arc de Triomphe. Et ça en fait forcément un endroit absolument unique. La commémoration, le ravivage de la flamme, c'est tous les jours, 18h30. Et donc depuis qu'elle a été allumée, elle a été ravivée tous les jours. Même les publics étrangers se recueillent sur la tombe du soldat inconnu. Il y a une dimension universelle de plus en plus présente. Où est-ce qu'on va maintenant ? On va rentrer à l'intérieur et on va monter les 284 marches. On fera des pauses. S'il a un défaut, c'est... Il a vraiment beaucoup trop de marches. Combien de marches là ? Si l'arc existe, c'est parce qu'il y avait ce désir de concorde, donc de rassembler.
Et Ces failles résident justement là-dedans, c'est-à-dire que comme il est censé représenter un ensemble, un groupe entier, toutes les micro-opinions qui vont exister dans ce courant-là vont s'affronter ici. Et dans l'histoire, il a autant été sur des tracts d'extrême droite que d'extrême gauche, par exemple. L'Arc de Triomphe a été voté à l'unanimité par la Chambre des députés, des royalistes aux communistes. C'est arrivé une fois, et le consensus était sur le fait d'enterrer le soldat inconnu ici. La décision a fait l'unanimité. Et parfois, c'est un peu, quand ça se désagrège, c'est un peu son talon d'Achille. Il a des ennemis, oui. Il a sans doute été marqué par l'occupation. Pendant l'occupation, la première fois où on fête, entre guillemets, on célèbre le 11 novembre, ce sont des jeunes, pour la plupart des lycéens, qui se sont retrouvés donc, devant la tombe du soldat inconnu pour faire acte de résistance. Et ces jeunes-là, ils ont pour la plupart été tués, enlevés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont été torturés par la Gestapo. Leur point de ralliement ce jour-là, c'était l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément émue et qui, j'imagine, a marqué aussi le monument. Je pense que la peur de l'Arc de Triomphe, c'est quand même d'être défiguré. J'ai en tête forcément le visage de la Marseillaise pendant la crise des Gilets jaunes. Il porte des cicatrices qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui. Par exemple, je pense à la Commune de Paris, où il y a eu des tirs dans la façade côté camp d'armée, donc la façade ouest, où là, il y a vraiment des boulets de canon qui sont venus dans les sculptures. Donc il porte ces cicatrices-là. Là, on entre dans une grande salle avec des plafonds en ogive qui font à peu près 10-15 mètres de haut. Et ça, c'est la salle du musée, en fait. Ou salle de l'Attique, elle a deux noms. Et au fond, un tableau qui raconte les obsèques la veillée funèbre de Victor Hugo, le 31 mai 1885. Donc 2 millions de personnes. Autour de l'arc, ouais. Toute une nuit. Son histoire est ponctuée des moments de tristesse, de moments de liesse. C'est quelque chose qui accompagne complètement l'histoire de France. Il y a beaucoup de fumée quand même dans ce tableau. Mais comme si la fumée nous rendait le monument presque insaisissable. D'ailleurs, chaque feu d'artifice qui ont été tirés à l'Arc de Triomphe fait référence à une joie pour le monument. Le mariage de Napoléon, par exemple, et Marie-Louise, le feu d'artifice du 31 décembre, la fête de la Constitution, les Coupes du Monde, les deux, 98-2018, sont des moments de fête. Et je pense que là, c'est des moments où ce sont ses plus grandes joies, je pense. Un événement qui est très joyeux à l'Arc de Triomphe, qui m'est cher, c'est le Tour de France. L'arrivée se fait toujours sur les Champs-Élysées avec plusieurs tours de l'Arc de Triomphe. C'est un moment que j'aime beaucoup. S'il y avait un aspect religieux à l'Arc de Triomphe, ce serait la célébration sportive. C'est quelque chose en fait où on se retrouve tous, comme pour célébrer quelque chose ensemble, comme pour communier ensemble. Et c'est cet endroit-là, c'en est pas un autre. Quelque chose est là, un peu inné, et qui fonctionne à chaque fois. Une espèce de magie qui nous dépasse, en fait. S'il flotte un air, ce serait... C'est la Carmagnole, quand même. Enfin... À une époque, il a dû siffloter le temps des cerises, à une autre, le chant des partisans, sifflerait l'air du temps. Le soir, à 18h30, il y a la musique militaire, donc on a quelques morceaux comme ça qu'on reconnaît, bon évidemment la Marseillaise, mais aussi En passant par la Lorraine. Passant par la Lorraine avec mes sabots. C'est vraiment un chant de l'enfance, quoi, une comptine pour moi, alors qu'en fait, non, c'est militaire. Ça, c'est l'administrateur qui, ici, se reconnaît toujours au sifflement. On l'entend avant de le voir, toujours. Mon administrateur, il sifflote des airs beaucoup du Second Empire. Offenbach, par exemple. Mais il y aurait de ça ici. Mais en même temps, de l'autre côté, on a les touristes qui viennent ici. Et pour eux, c'est les Champs-Élysées. Donc, dans les escaliers, on les entend chantonner les Champs-Élysées de Dassault. Donc, c'est assez rigolo quoi, d'avoir un contraste comme ça. Attention, il y a des petites marches un peu partout ici. Oh là là, on voit tout Paris. Vous venez souvent ici ? Dès que je viens à l'Arc, j'essaie de passer sur la terrasse régulièrement. On se lasse jamais de cette vue, en fait. La lumière, tous les jours, elle est différente. S'il était amoureux, il serait amoureux avec l'avenue des Champs-Élysées. Je pense qu'en fait, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. S'il devait avoir une dulcinée, ça serait Notre-Dame, pour moi. Et la Tour Eiffel.
Je pense que c'est la Tour Eiffel, sa grande histoire d'amour. Non, il n'est pas amoureux de la tour. Parce que tous les jours, il y se voit. Parce que la vue de la Tour Eiffel depuis l'Arc de Triomphe est unique. C'est ça, c'est-à-dire que les gens montent très souvent à l'Arc de Triomphe aussi pour voir la Tour Eiffel. On la voit particulièrement bien, la Tour Eiffel. Et parce que la vue de l'Arc de Triomphe depuis la Tour Eiffel est unique aussi, comme s'il s'était trouvé dans l'espace. Parce qu'aussi, on leur a attribué des événements partagés. Le 14 juillet, par exemple, nous, on a l'aspect institutionnel, le défilé militaire ici. La Tour Eiffel a le feu d'artifice. Oh, je sais pas, il y a peut-être une petite rivalité avec la Tour Eiffel. Je pense qu'ils se partagent beaucoup de choses. Et puis l'amour des Français, donc forcément il y a un peu de jalousie quand même. Voir un coucher de soleil depuis l'Arc de Triomphe sur la Tour Eiffel, c'est magnifique. Et inversement, ça l'est. Je pense qu'ils ont des instants comme ça qu'ils partagent, qui sont qu'à eux. Et là, on a fini le musée. Vous appuyez sur le bouton bleu, la porte va s'ouvrir. L'Arc de Triomphe, vous vous rendez compte, c'est un des seuls monuments dont on peut raconter encore l'histoire aujourd'hui. On peut dire, en 2018, la Coupe du Monde a fait date. Les obsèques de Johnny Hallyday, on peut rigoler de ça, mais ça a fait date. C'est un des derniers grands hommages funèbres organisés sur les Champs-Élysées. Son histoire, elle continue. Et c'est ça sa plus grande joie, je pense, c'est de rester un pied dans son histoire, mais contemporaine. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Anthony, Dimitri, Sarah et Marie-Catherine, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Oz Masterclass, réalisé par Écran Sonore.